Bonjour à tous. Nous entamons la fin de l'avant-dernier chapitre concernant l'induction. Nous avons vu dans la première vidéo l'existence d'un flux propre qui traverse le circuit lui-même lorsqu'il est parcouru par un courant I à l'origine d'un champ B, et donc le flux de champ magnétique traverse le circuit lui-même. Donc ce qui impose que le flux propre, c'est un peu mal dit, ce qui provoque l'existence d'un flux propre dont l'expression est proportionnelle à l'intensité circulant dans le circuit. Donc on a flux propre égale L fois I. C'était ce qu'on a vu dans la première vidéo du cours. Ce que nous avons vu également, c'est qu'en fait, lorsque vous avez deux circuits, alors on va se limiter à deux circuits dans ce chapitre, mais évidemment c'est valable pour une infinité de circuits, enfin, dès l'instant où ils peuvent être couplés, et bien c'est que si vous avez des lignes de champ provenant d'un autre circuit magnétique qui traverse un circuit, eh bien, on va pouvoir dire que le circuit reçoit est couplé, que les deux circuits sont couplés par mutuelle inductance. Et donc il existe un coefficient de couplage des circuits, qu'on appelle donc l'inductance mutuelle, ou tout simplement la mutuelle, qui permet qu'un circuit qui n'est pas du tout alimenté reçoive un flux de champ magnétique variable dans le temps, et donc soit parcouru par un courant. Donc voilà ce que nous avons vu dans les dernières vidéos. Et là, nous allons traiter un exercice, un extrait de concours. Donc le cours à proprement parler est terminé. Et là, maintenant, il s'agit d'un sujet de concours. Alors, il est assez simple, il n'y a aucune difficulté. C'est pas de type, évidemment, centrale, mine, etc. Mais c'est un exercice d'application pour voir ce qu'on peut vous demander dans un concours de type CCP, on va dire, CCP INT. Alors là, donc vous avez deux, si on commente ce que vous allez faire, vous avez deux circuits. Donc le premier, on va l'appeler le circuit 1. Alors, donc traversé par I1, le circuit 1, je le remets en couleur pour que vous bien voir, donc I1 de T. Le deuxième, donc il possède un générateur. Le deuxième, a priori, s'il n'y avait pas le premier circuit, eh bien, il ne serait pas parcouru par un courant. Mais, du fait du couplage entre ces deux bobines ici, le champ B créé par celle-ci, les lignes de champ B créées par celle-ci vont traverser cette bobine-ci. Or, on a un générateur, dès l'instant où le champ magnétique varie dans le temps, eh bien, on va avoir apparition d'une FEM aux bornes de cette bobine-là, et donc un courant induit, loi de Faraday. Donc là, vous n'avez pas le choix des orientations. I2, quoi qu'il arrive, sera orienté comme ça. Voilà, donc tout est présenté, c'est mentionné, etc. Et il existe un coefficient de mutuelle, alors c'est pas précisé, mais c'est ça que ça veut dire, de mutuelle. Les deux traits parallèles sont là pour le mentionner. Un coefficient de mutuelle, de couplage entre ces deux circuits. Alors, ce coefficient de couplage est évidemment d'autant plus important que les circuits sont couplés, c'est-à-dire qu'ils sont proches. Si les lignes de champ du champ magnétique créé par cette bobine traversent intégralement cette bobine, c'est-à-dire si les deux bobines sont insérées l'une dans l'autre, par exemple, on peut imaginer la première bobine comme ceci. Donc là, ce serait la première bobine qui crée un champ donc du nord vers le pôle. On va éliminer ça, qui crée, on met de la couleur quand même, qui crée des lignes de champ comme ceci, du pôle nord vers le pôle sud, etc. Et que vous mettez la deuxième bobine, alors on va le mettre de la couleur, comme ça, je la fais plus grosse, une bobine comme ceci, et bien là, mince, l'intégralité des lignes de champ créées par le premier circuit vont passer à travers le deuxième circuit. Et donc, vous allez avoir un couplage très important. C'est pas l'intégralité d'ailleurs, c'est pas exactement vrai, puisqu'on va avoir des lignes de champ qui divergent. En tout cas, on va avoir un couplage très important. Donc le M va augmenter de façon très importante si les bobines sont l'une dans l'autre, par exemple. Voilà, ce serait une façon de maximiser le couplage. Alors, en utilisant la loi des mailles, créer deux équations différentielles couplées, vérifiées par I1 et I2 lorsque l'interrupteur est fermé. Très bien. Bon, donc on est parti pour ceci. Question 1. Hop.
Donc, vous avez sous les yeux le circuit. Je ne vais pas le représenter. Bon, si je vais le faire, c'est pas très long, comme ça on l'aura quand même sous les yeux. Hop, R. Je vais faire n'importe quoi quand même. Hop. Là, la résistance ici, le couplage. Je vais juste couper, c'est plus simple. On va copier-coller. Donc I2 et I1 comme ça. C'est comme ça, tout le monde a les mêmes repères. Et ça s'appelle la FM délivrée par le générateur, c'est E. Loi des mailles, donc dans ce circuit, si on peut le voir comme ceci, on a E, le circuit 1. E égale donc UR, en convention récepteur ici, c'est-à-dire RI. Et si j'utilise, comme vous l'avez fait, comment dire, jusqu'à présent, c'est-à-dire si vous considérez la bobine comme un dipôle récepteur, et bien à ce moment-là, vous avez donc plus, alors c'est L ou L1, c'est L pour les deux, L, D2I1, d'ailleurs c'est un I1 ici, D2I1 sur DT. Mais vous avez le couplage lié au deuxième circuit, donc plus M, là il ne faut pas oublier, D2I2 sur DT. Je rappelle, je mets en remarque, circuit qui peut être vu, les circuits peuvent être vus. Ça va revenir évidemment au même, comme si vous aviez ceci, donc un générateur de FEM2, une résistance R, ça ne change pas, et une FEM, comme ceci, E, E1, on va l'appeler E1. Ici, on va avoir E2, R, donc I2, comme ceci, donc les deux couplages, et ou E1. D'après la loi de Faraday et la composition des circuits, c'est moins D de phi 1 total, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais donc là je vous montre comment est-ce qu'on passe de celle-ci à celle-ci directement, qui est donc moins D de phi 1 propre sur dt, moins D de phi 2 du flux 2 dans le circuit 1, encore autant. Ceci c'est moins L D de I1 sur dt, étant donné que le flux propre est proportionnel à I1 et le coefficient de proportionnalité étant L, le coefficient d'auto-inductance, constant, et ici, moins M d de I2 sur dt. Évidemment, on arrive à la même chose, que vous considériez ceci ou ceci, c'est la même chose à ceci près que là, on va dire entre guillemets, c'est presque plus visible d'avoir ce schéma-là, parce qu'on pense quand même à la mutuelle. Là, on y pense aussi, parce que vous avez les deux traits parallèles. Mais donc, c'est comme vous préférez. Alors après, évidemment, si on vous donne ce circuit, vous êtes obligé de l'utiliser. Donc la deuxième équation, je vais l'écrire également en dessous, je vais la mettre là, la deuxième équation. Là, vous n'avez pas de FEM génératrice, de circuit, pardon, de générateur extérieur. Donc vous avez simplement R I2 plus L D2I2 sur dt plus M D2I1 sur dt. Bon, je ne vais pas refaire, si je peux le refaire autrement. Donc là, le E2, l'autre façon de voir, le E2, lui, c'est moins D2 phi 2 total par rapport au temps, moins L D2 I2 sur dt moins M D2I sur dt, le terme de couplage. Donc maintenant, vous avez les deux équations, ici, une et deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande d'autre? Parfait. Donc, ce sont des deux équations couplées. Deux équations couplées. Donc ça, on ne peut pas les résoudre comme ceci, facilement comme ça, on va voir. Deux équations couplées, attention, voilà.
Qu'est-ce qu'on vous dit? En effectuant les changements de variables grand I égale petit i1 plus petit i2 et grand J égale grand I petit i1 moins petit i2 et en déduire deux équations différentielles découplées en I et J. Bon, alors là on vous donne le changement de variable. C'est très simple. Donc pour obtenir grand I est égal à la somme I1 plus I2, vous voyez qu'il vous suffit, entre guillemets, de sommer 1 et plus 2. Vous aurez I1 plus I2, I1 plus I2 et I1 plus I2. Ça vous fera apparaître J. Ça vous fera apparaître I. Pour avoir I1 moins I2, faites celle-ci, moins celle-ci. Et là, vous aurez moins J ici, qui interviendra. Donc c'est ce qu'on va faire. Question 2. On va faire la 1 plus la 2. Donc ça nous donne E égale L D2 I1 plus I2 sur le T plus M. On aurait pu regrouper déjà I2 sur le T plus R I1 plus I2. Donc, je vais réécrire. Donc là, vous reconnaissez I, la variable, enfin le grand I présenté. Donc vous pouvez écrire que vous avez E égale L plus M D de grand I, la dérivée par rapport au temps de grand I, plus R grand I. Et là, vous obtenez une équation différentielle du premier ordre en grand I. Alors, on va l'écrire sous une forme, on va dire, sympathique, habituelle. R sur L plus M grand I égale E sur L plus M. Donc, vous avez cette équation différentielle là. Alors, on vous demande de les résoudre à la question 3. Bon, je les encadre. Hop, j'encadre la première. Hop, la deuxième. Cette fois, vous faites la première moins. Oh là, encore un problème. Moins la deuxième. Ce qui vous donne E égale. En fait, ça va avoir. Alors, L, D2, I1 moins I2 sur le T, plus R, I1 moins I2 sur le T, plus M, D sur le T, de I2 moins I1. Et donc là, on va pouvoir la mettre sous forme, là on reconnaît ceci, on va reconnaître ici donc J, J également, et ici moins J. Donc, on va pouvoir réécrire l'équation différentielle sous la forme d de J. La dérivée par rapport au temps de J, la variable, plus R sur, là on fait L moins M, J égale E, en divisant tout par L moins M. Alors là, il faut, pour résoudre, on va encadrer également, pour résoudre ces deux équations différentielles. Maintenant, donc là, elles sont découplées. I et J, vous pouvez les obtenir sans souci. Elles sont découplées. Pour obtenir petit i1 et petit i2, évidemment, pour obtenir i1, il suffit de faire i plus j sur 2. Pour obtenir i2, il vous suffit de faire i moins j sur 2. Donc c'est très simple, évidemment. Donc on va les résoudre. Là, on va l'appeler l'équation, celle-ci là A, celle-ci là B, comme ça. Hop, ce sera fait. Donc là, c'est le petit 3, résolution de A. La solution de l'équation différentielle de A ne pose aucun souci, on peut appeler ceci taux 1, si on veut. 1 sur taux 1, pardon. Ceci 1 sur taux 1, l'équation différentielle du premier ordre, coefficient constant, et donc vous avez la solution de A, et bien donc grand I de T égale. Est-ce qu'on met ça comme constante? On va remettre D, exponentielle moins T
sur T1 plus E sur R. Alors qu'on a déjà détaillé l'autre jour, je le fais très vite, hein, la solution particulière, il s'agit ici d'un second nombre constant, c'est-à-dire donc que ceci est égal à 0 quand vous cherchez la solution particulière, donc vous avez R sur L plus N I2 égale E sur L plus N, donc c'est-à-dire I2 est égal à E sur R. Donc voilà pour ça. On l'a comme ceci, d'accord. Maintenant, vous avez la résolution de A, résolution de B, équation B. Donc cette fois c'est J. Alors, il y a une chose qui n'a pas été précisée, si, parce qu'on... Ah bah, en plus, c'est donné dans l'énoncé. On vous disait de poser taux L plus M sur R et taux 2 L moins M sur R. C'est-à-dire qu'en fait, M est certainement M est inférieur à L. Parce que sinon, on ne pourrait pas poser qu'il s'agit d'un temps. Donc d'après l'énoncé, vous avez bien ceci qui est positif. J de T de la même façon. On va mettre, donc on a mis D, on va mettre F exponentielle moins T sur taux 2 plus E sur R, donc ou taux 2 étant égal donc à L moins M sur R. Voilà, donc là, problème du changement de feuille évidemment, les solutions sont ici, là. Au moment de changer la feuille, je vais réécrire, mais pour qu'on les ait tous les jours, tout le temps sous les yeux. J'ai déjà fait suffisamment de bêtises l'autre jour alors que je l'avais sous les yeux. Alors I de T, donc on a dit c'était D exponentiellement T sur T1 plus E sur R et J de T F exponentiellement T. Ah mais non, on n'a pas de E. Si c'est ça. Oh pardon, je ne fais pas de bêtises quand même. Sur T2. Voilà, donc pour obtenir I1 de T, on a dit que c'était I de J sur 2, donc ce qui nous donne D sur 2 exponentiellement T sur T1 plus F sur 2 exponentiellement T sur T2 plus E sur R. Voilà, quant à I2, on a dit que c'était I moins J sur 2, donc ce qui nous donne tout simplement D sur 2 exponentiellement taux T sur taux 1 moins F sur 2 exponentiellement T sur taux 2. Et maintenant, on va pouvoir déterminer, à l'aide des conditions initiales, eh bien, les expressions de D et F. Obtention, détermination de D et F. Alors, donc, que sait-on sur les circuits? Mais on sait qu'à l'instant T égale à 0, enfin, avant de fermer l'interrupteur, alors l'interrupteur est initialement ouvert pour T inférieur à 0. À un instant T choisi comme origine des temps, T égale 0, l'interrupteur est fermé. Donc on a dit T inférieur à 0, on a I1 de 0 moins égale 0, mais également I2 de 0 moins égale 0. Pourquoi? Parce que l'interrupteur est ouvert et vous avez, même si on imagine que la bobine 1 avait stocké, dans le circuit 1 avait stocké de l'énergie, celle-ci a été dissipée dans la résistance. Quant au circuit 2, c'est pareil, étant donné qu'il n'y a qu'une bobine et une résistance, au bout d'un moment, si vous laissez pendant très longtemps le circuit 1 ouvert, et eh bien vous avez ces deux choses-là. À T égale 0 plus. Et bien, par continuité de l'intensité traversant une bobine, on a toujours 0. Et I2 de 0 plus égale 0. Alors je le mets en continuité de l'intensité traversant une bobine. Traversant une bobine. On peut le voir évidemment avec
la loi de Lenz, les effets de l'induction, s'opposent aux causes qui lui ont donné naissance. Donc là, la bobine va voir une variation du flux, le champ magnétique qui va la traverser, elle va s'opposer à cette variation de flux et imposer toujours une intensité nulle qui la traverse jusqu'au moment où, enfin pas jusqu'au moment, mais en tout cas, il n'y a pas de variation brutale d'intensité dans une bobine. Donc ce qui nous donne, avec ces deux choses-là, donc on a I1 de 0 plus, donc égale 0, égale D plus F sur 2 plus E sur R. Donc E, ça sera noté E sur R. Et I2 de 0 plus égale 0, égale donc D moins F sur 2, ce qui nous implique, parce qu'il nous donne directement D égale F. Hop, bon ça c'est déjà pas mal. Maintenant, eh bien, il nous suffit de réinjecter ici. Donc D égale F, ça nous donne simplement D égale R. Enfin, D égale F égale n'importe quoi, égale E sur R, pardon. D égale F égale E sur R égale moins E sur R, pardon. Pas, je ne fasse pas d'erreur de calcul encore, moins, là on passe de l'autre côté de l'égalité, moins E sur R. Et donc, on va conclure, on va écrire quand même, parce que c'est ça qui vous est demandé, l'expression explicite de I1 et de I2, on les recopie, et donc vous obtenez E sur 2R, facteur de moins exponentiellement t sur taux1, je vais mettre les moins facteurs, voilà, moins E moins exponentiellement t sur taux2, plus 2. Et pour ce qui est de U2, eh bien E sur 2R, moins exponentiellement t sur taux1. On a dit que c'était ça, moins, plus, pardon, parce que c'est un moins, exponentielle moins taux t sur taux2. Le taux2, je n'ai pas dit de bêtises. Le moins est bien appliqué. C'est ça, le moins est appliqué au terme en exponentielle moins t sur t2. Donc là, il n'y a pas d'erreur, moins, ça donne plus. Ceci avec ceci. Voilà pour ça. Alors, on vous demande ensuite d'effectuer un bilan d'énergie sur les deux circuits. Bon. Alors, quand vous avez ça, bilan d'énergie, normalement, vous n'avez pas trop de doute. Eh bien, ah non, il manque une question. C'est souvent des choses que vous faites. Donnez l'allure des représentations graphiques de I1 et de I2 en fonction du temps. Voilà, représentation graphique. Déjà, hop là. En fonction du temps, il y a une qui est très simple à faire. Eh bien, c'est celle-ci. Là, à la limite, donc si on représente I1 de t, la limite de I1, les deux d'ailleurs sont très faciles à faire. La limite de I1 quand t tend vers plus l'infini, eh bien, c'est simplement E sur R. Donc, c'est ce que vous connaissez, hein. La bobine l'intensité sera égale à E sur R. Donc, on va avoir ceci comme ça. Et ensuite, vous avez la somme de deux exponentielles, de l'opposé de deux exponentielles décroissantes. Donc, vous allez avoir quelque chose de ce type-là. Alors, évidemment, il faudrait regarder qui a le plus longtemps. Mais en tout cas, vous avez une allure de ce type avec, si on sait que taux 2 est inférieur à taux 2 est inférieur à taux 1. Mais bon, l'allure, c'est globalement la somme des deux exponentielles et l'opposé des deux exponentielles décroissantes. Donc voilà pour ça. Et quand t pour l'autre, donc I2 de t, alors, mince. Hop.
dans le rouge. Plus agréable. Voilà, donc la deuxième. Alors, la limite de I2 de t, quand t tend vers l'infini, eh bien, je reprends l'expression, vous l'avez sous les yeux. Ici, vous avez des exponentielles décroissantes, vous avez bien 0. En fait, ça paraît logique, évidemment, qu'au bout d'un certain temps, vous ayez une intensité nulle dans le circuit 2, étant donné qu'il n'est pas alimenté du tout. Donc, il part de 0, il arrive à 0. Mais, en fait, vous apercevez que vous avez la somme de deux exponentielles décroissantes, enfin pardon, une exponentielle décroissante, et l'opposé d'une exponentielle décroissante, avec taux 2 inférieur à taux 1. Taux 2, c'est donc L moins M sur R. Donc on va avoir taux 2, c'est celle-ci, donc ça veut dire qu'on va avoir une expo, qu'on va avoir 1 sur taux 2, pardon, donc 1 sur taux 2 supérieur à 1 sur taux 1, donc ça veut dire que c'est ce terme-là qui va prédominer pour les t supérieurs. Donc c'est-à-dire une exponentielle décroissante. Et ici, l'exponentielle, l'opposé d'une exponentielle décroissante qui va prédominer pour les t inférieurs. Donc on va avoir quelque chose de ce type-là. C'est mal fait. Hein. Connaître donc le temps de décroissance. Le taux est supérieur, c'est l'inverse, parce que taux 2 est inférieur à taux 1. Donc on fait quelque chose de plutôt de ce type-là, quelque chose d'un peu plus long ici, quelque chose d'un peu plus brutal ici, parce que, étant donné que ici vous avez la pente qui va être plus importante, étant donné que taux 2 est supérieur à taux 1. Vous avez quelque chose de ce type-là, l'opposé d'une exponentielle décroissante, une exponentielle décroissante. Bon, c'est juste l'allure, on vous demande simplement l'allure, on ne vous demande absolument pas davantage. Et donc maintenant, on va passer à la question 4, bilan d'énergie. Bilan d'énergie. Vous vous rappelez, hein, quand on fait un bilan d'énergie, ou quand on passe par un bilan de puissance, il faut multiplier par une intensité. Alors le seul souci, le temps qu'il récupère ces bêtises, donc je vais réécrire les deux équations. R, 1 plus, pardon, qu'est-ce qu'on a dit? On avait les deux équations, donc on avait R, I1, qu'est-ce que je fais? C'est à quoi ça? Hop là. On récupère on part du début, on part de la loi des mailles obtenue dès le départ. Donc RI1 plus L D2I1 sur dt plus M D2I2 sur dt. Et la deuxième, 0 égale RI2 plus L D2I2 sur dt plus M D2I1 sur dt. Et là donc, eh bien vous multipliez alors la première, la deuxième, pour avoir une puissance. Vous allez multiplier la première par I1, la deuxième par I2. Alors vous dites, ah oui, mais là, le problème, c'est qu'on va voir apparaître I1 fois I2, et ici, I1, enfin, D2I1 sur dt fois I2, etc. On va regarder ce que ça va donner. Donc, E. Et on somme, donc c'est-à-dire 1 fois I1 plus la deuxième fois I2, ça nous donne E I1 égale R I1 carré ici, plus I2 carré. J'essaie de regrouper les termes en même temps. Ici, plus L, alors je vais l'écrire. Comme ça, on n'aura pas d'hésitation. Pour vous, D2I1 sur dt fois I1 plus D2I2 sur dt fois I2, plus le troisième terme, M D2I2 sur dt fois I1 plus D2I1 sur dt fois I2. Et là, on va essayer de reconnaître des dérivées de grandeur. Alors là, c'est très facile, vous en avez vraiment l'habitude. Il s'agit de la dérivée par rapport au temps de 1/2 de I1 carré. De la même façon, ici, la dérivée de 1/2 de I2 carré. Voilà pour ce terme-ci. Alors, c'est un peu différent, enfin, c'est pas très compliqué, là on le voit, hein, il s'agit de la dérivée d'un produit en fait. Le produit,
On va par rapport au temps de produit I1, I2. Et donc, eh bien, on va regrouper les termes, écrire. Donc on a E I1 égale R, et on va commenter et dire à quoi correspond chaque terme, plus L D de I1 donc sur le T. On va écrire la dérivée par rapport au temps, c'est logique, pour bien montrer les dérivés et le côté énergétique. Plus la dérivée par rapport au temps de 1 demi de L 1 carré plus 1 demi de L 2 carré plus N I1 I2. Voilà, nous n'avons rien oublié, parfait. Et donc maintenant, on va pouvoir commenter ces termes, un par un. Donc ici, vous connaissez. Hein. Ici, là, on l'a vu. Donc, étant donné que je l'ai gardé de ce côté de l'égalité, il s'agit d'une puissance cédée par le circuit, donc une puissance délivrée par le générateur. Si je l'avais passé de l'autre côté, on aurait eu la puissance reçue par le générateur qui aurait été égale à moins EI. Donc toute l'énergie du circuit provient de là. Hein. Toute la puissance, pour l'instant je n'ai fait qu'un bilan de puissance. Vous avez ça. Alors là c'est très habituel pour vous. Comme ça. Là c'est la puissance reçue par la résistance. Qui elle sera intégralement perdue, cédée au milieu extérieur, par effet Joule. C'est l'énergie vraiment gâchée intégralement, sauf si vous voulez chauffer évidemment, mais bon, on ne peut pas ce genre de dispositif si vous voulez chauffer les choses intégralement, cédée par effet Joule au milieu extérieur. Par transfert thermique, il y aura une conversion d'énergie entre l'énergie électrique et l'énergie thermique, cédée par effet Joule au milieu extérieur. Donc, voilà ce qu'on a. Ensuite, ce terme-là, en fait, tout ça, c'est une puissance, il s'agit d'une puissance magnétique. Et on peut préciser quand même que ceci, qui apparaît, qui n'était pas là du tout avant, on n'avait jamais rencontré ça, c'est le terme de couplage magnétique entre les deux circuits. Bon, donc voilà ce qu'on ne vous demande pas davantage. Dernière question, l'énoncé, c'est les générateurs imposent une tension sinusoïdale de la forme E0 cos oméga t. Quelle forme prennent les équations couplées? Une faute de frappe d'ailleurs sur l'énoncé. Oh là là. Je l'ai corrigé. Il y a un problème de si c'est quelle forme hop, on prend chaque équation couplée, mais quelle forme prennent les équations couplées, elles prennent quelle forme. Alors hop, voilà, on va repartir. Ça peut marcher encore. Bon, on est parti donc pour obtenir, et là vraiment ça va être beaucoup plus simple que précédemment. Donc, on repart des équations différentielles qui sont écrites ici. Je les écris en complexe. Elles sont écrites là, je les passe en complexe. Je les réécris. Ces deux équations couplées là, je vais les écrire en complexe. Donc je vais me contenter de souligner mon petit 5. On a E en notation complexe. Alors la petite justification, c'est que l'excitation étant complexe, la réponse va être complexe. Complexe, la réponse des deux circuits va être, étant, c'est pas complexe, sinusoïdale. Hop, voilà. La réponse étant l'excitation étant sinusoïdale, la réponse le sera également. Donc que ce soit pour I1 égale E égale le 1. Voilà, donc on va avoir E en complexe égale donc eh bien donc R I1 en complexe plus, je réécris tout donc tranquillement D de I1 sur dt en complexe plus N D de I2 sur dt en complexe.
0 égale R I2 plus L de I2 sur le T plus M de I1 sur le T. Et là, je vais écrire ici, directement, étant donné que vous avez E0, pardon, E égale E0, E, J oméga T en complexe, je pourrais écrire ici, hein. E en réel, c'est E0 cos oméga T. C'est bien ça qui me fait, et pas de déphasage, non, voilà. Donc on a ça, ça veut dire donc que I1 peut s'écrire sous la forme une amplitude, I1M, EJ oméga T plus phi1, qui peut s'écrire I1M complexe, EJ oméga T. De la même façon, I2 va s'écrire I2M, EJ oméga T, ou I2M va être égal à I2M, EJ phi 2. Hop, nous allons poursuivre et remplacer. Vous vous rappelez, si vous avez une grandeur complexe, dérivée par rapport au temps complexe, revient à simplement multiplier cette grandeur complexe par oméga, par j oméga. Pardon. E0. Alors je simplifie tout par. Bon, je vais écrire E0 j oméga t égale R I1 M comme ceci, j oméga t plus L fois j oméga I1 M A plus M j oméga I de M. EJ oméga t, pardon, oméga t, et le EJ oméga t, justement, c'était bien pour vous montrer qu'il se simplifiait comme ça. Donc la première devient E0 égale RI1 M plus J oméga L plus J L oméga, plutôt on va l'écrire comme habituellement, plus J L oméga I1 M plus JM oméga I de M. Pour la deuxième, on va aller directement 0 égale R I de M plus JL oméga I de M plus JM oméga I1 M. J'ai souligné un petit peu trop ici le M. Voilà, et donc là, en fait, alors certes, elles sont couplées, mais ce ne sont plus des équations différentielles. En fait, on n'a plus, je mets attention aux remarques intéressantes, on n'a plus d'équations différentielles. Et ça, c'est quand même très bien, des quadifs couplés. Vous avez juste deux équations, et ça, c'est très simple. C'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous pouvez exprimer I1 et I2. I2, c'est très simple, on peut l'avoir, I2 ici, de M. C'est simplement, vous mettez en facteur ici les deux, pardon, I2M, donc ça va nous donner J M oméga I1M divisé par R plus JL oméga. Donc directement, une expression de l'un en fonction de l'autre, et on va pouvoir réinjecter. Et donc vous avez à ce moment-là E0 égale JM oméga sur R plus JL oméga. Eh bien, fois. Alors le I1, le I2, pardon, il intervient juste avec, pour remontrer, le I2M, il intervient juste ici avec JM oméga en facteur. JM oméga en M. J'aurais pu mettre la JM, pas grave. Plus, donc, simplement, JL oméga plus R. I1M, j'aurais dû commencer par le premier terme, c'est pas grave. Donc ce qui nous donne I1M facteur de moins M oméga au carré sur R plus J oméga et plus J L oméga plus R. Voilà pour ça. Et la question quand même que l'on regarde, donc là on a eu 0, on vous demande quoi?
Quelle forme par les équations c'est fait? Établir les expressions de I1 et I2 d'une part, puis de U1 et U2 d'autre part. Ah, et U2, c'est quoi les tensions? C'était les tensions aux bornes de... Ah oui, c'était les tensions aux bornes des deux bobines. Bon. Donc voilà, on a terminé, hein, I1, M égale 0 en fait sur Z. On va mettre un ZEC, comme ceci. Ou ZEC. Attention, là vraiment, ou on est en rouge là. Le ZEC, le Z équivalent, l'impédance équivalente, fait intervenir, ça c'est quand même très joli, fait intervenir les caractéristiques des deux circuits. Ici, dans l'ancienne expression de I1M, on va avoir l'intervention du deuxième circuit par le couplage et par l'intervention de ce R et ce JL oméga qui provient du deuxième circuit. Et de la même façon, donc ZEC, ça c'est ZEC, hop, je peux le faire. Ceci est le ZEC. ZEC, ce que j'ai appelé ZEC ici. Pour répondre réellement à la question, maintenant donc on vous demande, on vous demande, hop, on vous demande U1, c'est tension bande à bobine, hein. Voilà, le temps que l'exercice se termine pour la tablette. Tension, c'est pour vous aussi, tension aux bornes de L dans le premier circuit. Ah là 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 là. Le premier circuit, bah, ça va être ZL I1. Et donc ZL, c'est JL oméga I1. Et comme ça, on obtient, alors sachant qu'on a déjà obtenu I1, etc. ici. De la même façon, U2, c'est JL oméga fois I2. Donc voilà ce qu'on attendait de vous. Alors, sachant qu'on vous demande quand même en réel. Donc évidemment, pour avoir le réel, il faudrait avoir le module. Attention, mais là on va pas le faire, je pense que c'était pas ce qui était demandé dans le concours. Module plus argument pour répondre explicitement à la question, c'est-à-dire on vous demande quelque chose en fonction du temps. Explicitement à la question. Le module, c'est très simple, on prend le module de ça, bon, voilà, c'est pas, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions derrière pour vous demander quel est le déphasage, etc., il vous suffit de dire que phi 1 c'est l'argument de I1M et phi 2, etc. Et pour I1 l'amplitude c'est le module, pour I2 pardon l'amplitude c'est son module également, voilà. On ne vous demande pas davantage, plus de choses que ça. Alors pour poursuivre ce chapitre, eh bien vous allez passer, alors l'exercice 1, en fait vous auriez pu le faire dès le mois de octobre, novembre à peu près, sans aucun souci. Mais bon, ça fait un petit rappel. Soyez vigilants sur la justification quand même. L'exercice 2, je vous ferai un corrigé en vidéo. Donc il est vraiment cet exercice 2, c'est un exercice de SP. Honnêtement, ça m'est arrivé de le donner en révision d'oral pour les SP, que ce soit PC, PC étoile, MP, les élèves. Voilà, alors évidemment avec moins de questions que celui que vous avez dans le TD, mais c'est un exercice assez intéressant, il balaye pas mal de choses, donc vraiment celui-là, travaillez-le. Ensuite l'exercice 3, alors c'est du classique, le transformateur, aucun piège, aucune difficulté. Et le 4, extrait de sujet de concours, table à induction. Ça commence très facile, il y a beaucoup de texte, énormément de blabla, il ne faut pas se tromper dans les notations, dans les petits pièges, voilà, lisez bien attentivement, mais sinon il n'est pas difficile si vous êtes attentif à toutes les indications qui sont données à l'énoncé, et si vous ne survolez pas, si vous n'allez pas trop vite. Donc voilà pour le TD, vous aurez évidemment, donc vous allez corriger, vous voyez hein, dans ce chapitre il n'y a quasiment rien comme contenu de cours.
ce sont surtout des manipulations, des révisions sur les notations complexes, sur les bioénergétiques, etc. Et il ne faut pas oublier le couplage entre les circuits. Voilà. Donc bon courage pour le travail de ce chapitre et à la prochaine vidéo.